Bonjour à tous et à toutes. Waouh, c'est le plus gros. Je te présente Jamie Black, c'est donc ma modératrice. On Bonjour. a Bengi, voilà, là il y a les gens ont l'habitude d'être là qui viennent. C'est le meilleur début déjà, je peux te le dire, c'est le meilleur lancement de l'histoire de cette chaîne. Je n'ai jamais eu Waouh. 8 spectateurs en arrivant. Paminiou, salut Paminiou. Merci à tous d'être là. On va essayer d'éviter de regarder l'écran qui est en bas, c'est C'est très ça que très je dois dur. pas faire, c'est toi que je dois regarder. C'est ou moi ou la webcam, Ok. ou alors les trucs qui est autour, mais en fait c'est très très dur de ne pas être tenté par regarder l'écran. Ok. Ça c'est l'exercice, mais c'est normal. Merci de venir voir donc ce premier live IRL sur la chaîne, sur cette expo. Matrimoine en anthropologie. Et je suis donc avec Jacinthe Mazzochetti. Bonjour Jacinthe. Salut. Je dis ça comme si on n'avait pas passé 30 minutes avant et qu'on n'était pas et qu'on se connaissait pas, hein, mais on va se tutoyer parce qu'on se côtoie maintenant depuis 2 ans que je suis ici. Mm. Voilà. Mais c'est pas moi qui vais te présenter, c'est toi-même. Ok. Qui es-tu? Qui Alors, es-tu, Jacinthe? qui suis-je? C'est une vaste question, mais dans ce cadre-ci, je suis donc anthropologue avant tout, Mhm, travaillant ici à l'UCLouvain au laboratoire d'anthropologie prospective. mhm. Et alors l'anthropologie, bah, ça recouvre des choses évidemment Très très vastes, large. gigantesques. Donc moi, je fais d'abord principalement une anthropologie politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe les terrains, finalement, ce qui m'intéresse avant tout, c'est à la fois les rapports de pouvoir et à la fois les modalités de résistance, Mhm. les différentes formes de contestation, de lutte. Donc c'est toujours un peu l'angle à partir duquel j'interroge les choses. Et puis, bah, avec les années, j'ai cumulé quand même pas mal de terrain, mais il y a des mots qui reviennent, disons. Donc, les questions autour d'exil et migration sont et ont été importantes dans ce que j'ai fait depuis quelques années maintenant. Les questions aussi qui tournent autour de la précarité, des formes de violence et de fragilité. Et alors les rapports de genre aussi sont assez marqués dans finalement différentes recherches que j'ai pu faire dans différents endroits du monde. Mais je sais pas jusqu'où tu veux que j'aille dans les détails par Ah rapport à bah, ça. c'est là, moi, je te pose les questions et après, the floor is yours, hein, Ok. tu peux y aller. C'est l'idée, c'est quand même, on peut aller en profondeur, mais ces questions de genre que tu évoques, en Oui, fait, c'est aussi pour ça qu'on est là. Alors, absolument. avant toute chose, avant qu'on aille dessus, je tiens quand même à remercier les Halles de Oui. Louvain qui accueillent déjà ton exposition, Ah, enfin votre notre exposition, exposition, oui, parce oui. qu'il y a donc toi, il y a Éléonore a dit oui, Héloïse Gonissen, Delphine Poupée, Elena, euh, Cassillo. elle va, elle va me, si elle est là, elle va reprendre, mais Valentin Berg, je crois, Oui, mais euh, attends, on va en oublier maintenant. Bénédicte Fontaine, Bénédicte Fontaine, Élise, Elise Haussmann, Huysmans, Justine Van Van Halen. Allen, Voilà, Safia Simon, on va oublier des il y a un gens. nombre de personnes qui ont On est travaillé. une petite dizaine à avoir travaillé autour de cette expo. Ouais. Voilà. Et donc, ce sont les halles universitaires de Louvain qui sont juste. En fait, on a l'office du tourisme, pour vous dire, on a l'office du tourisme juste là. Et juste derrière, c'est donc les halles Mm. et qui accueille cette exposition. Vous aviez vu l'année dernière Julia Laureau qui était venue justement nous parler un petit peu de son exposition Mm. et de tout son travail. Bah, c'est dans le même cadre et régulièrement ils accueillent le LAP. Et là, Oui, ils nous accueillent très gentiment pour cette expérimentation. Donc, je les remercie. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette exposition? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est, oui. pourquoi on est là, entre Pourquoi guillemets? on est là? Ok. Donc, comme tu le disais, l'intitulé, c'est Matrimoine en anthropologie, retracer l'invisible. Donc, ça donne Mhm, un peu le cadre de ce qu'on a voulu faire. Dire aussi que, outre les halles, on est soutenu par UC Louvain Culture, c'est mhm, important, donc il y a le service culture de l'université mhm, qui a accroché en fait à notre proposition d'exposition et qui nous permet de voir les choses en grand aussi, qui mhm. nous a soutenus par rapport à ça. Donc ça me semble vraiment important. Alors, Alors, qu'est-ce que... je te Ah, stoppe, pardon, je oui, te dis-moi. stoppe. On a Postea, qui est une streameuse Seigneur des Anneaux bien connue. Ok. Euh, je te dirais, mais c'est une très proche connaissance de quelqu'un que tu connais très bien. Ok. Je vais couper le micro 2 secondes. Je peux le dire? Ah bah c'est la sœur, voilà, je peux le dire, c'est la sœur de Meggy de Fruitier. Salut, on s'est déjà Euh, rencontrés du coup. c'est bien possible et Oui, qui oui. est géniale et
Voilà. Mais donc, tu nous disais sur cette exposition, donc, Elle a posé une question. non, 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 Ah, elle disait bonjour. c'est juste pour dire, elle est là et Ok, c'est le petit clin d'œil à Meggy que tu ok, connais, oui, oui, oui. avec qui tu as travaillé, qui Oui, avait mon oui. poste Pendant avant. 6 ans, oui. Voilà. Et donc, matrimoine en anthropologie. Oui. Alors, bah, il y a plusieurs mots dans le titre et qui racontent bien ce qu'on a voulu faire. Donc, d'abord, Mhm, anthropologie, ça permet de situer en fait. mhm, Donc, notre projet était avant tout de raconter une autre histoire de l'anthropologie, une histoire dans laquelle on inclurait de mhm, manière beaucoup plus spécifique les femmes anthropologues. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement les nommer, c'est aussi prendre en compte les terrains qu'elles ont pu faire, les avancées théoriques qu'elles ont pu faire, les militances auxquelles elles ont participé, la manière dont leurs travaux ont transformé l'anthropologie, mais ont aussi participé à transformer la société. Donc ça, mhm, c'était vraiment donc anthropologie, matrimoine. Alors ça aussi, c'est un vaste mot évidemment. Nous, on l'a attrapé comment ce mot-là? On s'est dit, bon, on va pas faire un dictionnaire ou une anthologie de toutes les femmes mhm, anthropologues. bien sûr. C'est pas possible d'une part, il y en a tellement. Et ensuite, c'était pas tellement notre projet. Notre projet, c'était de réfléchir à mettre en avant certaines femmes. Et donc, on a dû faire tout un travail de choix qui n'a pas été évident pour pouvoir raconter cette autre histoire. C'était Mhm, vraiment ça. Et donc, interroger la manière dont les travaux de ces femmes en fait, quand on s'y plonge vraiment, euh, nous permettent de penser autrement, écrire autrement, faire de la recherche autrement. Donc c'était vraiment ça l'enjeu principal. Et quand on dit retracer l'invisible, bah, c'est souvent derrière la question des matrimoines, qui est donc le pendant du mot patrimoine, qui est beaucoup mhm, plus connu. Bah, les matrimoines, ils ont été, en anthropologie comme ailleurs, largement effacés, soit dans des oublis involontaires, soit dans des oublis volontaires. Donc c'est vraiment l'idée mhm, aussi de qui on met en avant dans les livres, par exemple, dans les manuels, dans la manière dont on raconte les choses. Et donc nous, on avait envie voilà, de s'emparer de ces questions-là et de voir la manière dont ça venait à la fois nous bousculer et dont ça pouvait bousculer aussi bah, les publics qui viennent à la rencontre de l'exposition. mhm. Et bah alors, moi, j'ai pu être au vernissage et la voir. Et déjà, je tiens à dire bravo, parce que c'est quand même une très belle expo. C'était un très beau vernissage aussi, avec toute une danse. On avait eu un spectacle de danse qui Performance était. dansée, ouais. Voilà. On reviendra sur la question aussi du lien à l'art, parce que la Mm, recherche-création te tient à cœur, ça je oui. peux le dire. Mm, N'hésitez pas, bien sûr, dans le chat, à poser vos questions. Moi, je m'exerce, hein, je suis très fort pour les tunnels, ils le savent. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. On a peut-être, voire sûrement des étudiants. On a très probablement des étudiants qui sont dans le chat. Mais donc, tu parles effectivement du choix. mhm. Et alors, on parlera du deuxième choix, parce que vous verrez, quand on circulera, vous verrez, vous avez des panneaux et des tableaux, mais ça, on en Ouais, reparlera ouais, après. ouais. Ok, Euh, Comment, dans un premier temps, le corpus, ok, comment on fait ce choix-là? ok. Donc ça a été quand même un gros boulot, hein, à vrai Mhm, dire. Et on a mobilisé à la fois ben, nos mémoires, c'est-à-dire les femmes anthropologues que nos terrains ou nos travaux, nos recherches nous ont amenés à connaître d'une manière ou d'une autre, mais aussi nos réseaux. Donc ça, c'est important. Donc par exemple, voilà, sur le Brésil, par exemple, on s'est mis en connexion avec nos réseaux au Brésil, de dire, bah voilà, on doit faire des choix parce qu'on met en avant une petite trentaine de femmes. mhm, C'est pour que ça reste jouable aussi dans le cadre d'une expo et puis pour pouvoir aussi aller en profondeur. Si vous devez nous nommer une femme vraiment anthropologue brésilienne qui serait importante à mettre en avant dans une exposition sur les matrimoines, bah, quelle serait votre proposition, etc. Et donc ce qu'on voulait, nous, c'était travailler à la fois dans diverses époques et dans mhm, divers continents. Et en même temps, c'est très arbitraire, bien sûr. évidemment. Donc ça tient à ce que nous sommes, aux questions aussi qui sont les nôtres, à nos réseaux. Et on est quand même parti d'une centaine de propositions Mhm, qu'on a resserrées vers les 29 portraits qui sont proposés bah voilà, ici dans le cadre de l'exposition. Et en ayant aussi la possibilité
de recevoir de nouvelles propositions. Donc, à la sortie de l'expo, on a ce qu'on a appelé un carnet collaboratif des matrimoines. Et donc, c'est l'idée aussi que les personnes qui viennent visiter l'expo puissent soit simplement nommer les femmes anthropologues ou bien, dans le milieu plus large des sciences sociales, qui ont compté ou qui comptent pour elles, mais aussi nous inviter, nous, peut-être à découvrir des femmes dans d'autres contextes ou d'autres époques Mm. que nous-mêmes, nous ne connaissons pas encore. Et donc, c'est l'idée que ça puisse aussi être quelque chose de collaboratif, même si nous, on a dû faire des choix. Et puis d'évolutif, parce que, alors moi, c'est un truc qui marque, ils le savent hein, sur le chat, et ça, je te l'ai dit, j'ai Ouais, un problème avec les cartes. Et d'accord. moi, je rêve de faire une émission Le Dessous des cartes en live, mais version jeu vidéo. Ça, Ok, c'est mon grand rêve. ok. Mais on voit notamment un trou. Alors là, je sais pas si vous voyez bien, il y a, Je me bouge. en gros, cette carte, Oui. c'est les terrains. C'est des fils, il y a des fils qui retracent les terrains, il y a des aiguilles qui retracent les terrains et les lieux d'ancrage de toutes les personnes que vous mettez en avant dans l'exposition. Et on voit un trou qui se situe dans l'Est asiatique. Ouais. Alors, Justine Van Allen, qui est aussi venue sur... Ça fait quand même beaucoup de monde qui sont venus sur le live. Justine Van Allen était venue nous parler de Taïwan à l'époque. Oui, on a un petit peu par Et ici, mais pas grand-chose. hum, Et c'est pas Taïwan, hein, mais on a un tout petit peu des choses du côté. C'est vrai que c'est bon. Il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'on a voulu retracer, c'est pas l'ensemble des hum, 29 portraits, c'est les 18 portraits qu'on a travaillés en profondeur, qui sont d'accord. présents sur la carte. On voit qu'on a 9 en haut, Vous en faites pas, vous pouvez y aller, il n'y a pas 9 de en souci. bas. Bonjour. Ouais, En salut. fait, on me demande de poser la question de savoir si je peux déplacer des grilles pour les ranger. Oh oui, Ça oui, dérange le non mais podcast. il y a aucun souci. Ok. Nous on fait, c'est un live IRL et ça peut vivre autour, il y a aucun problème. C'est Non, pas une c'est émission, une question agréable, c'est pour aucun ceux qui me problème, demandaient que je demande. aucun Ok. souci. C'est marrant. Comme je le disais, on en a 9 en haut, 9 en bas. Et ce qu'on a voulu retracer, c'est à la fois les lieux de naissance, les lieux vraiment là où elles ont étudié, les lieux où elles ont fait du terrain et aussi les lieux où elles ont exercé comme anthropologues pour celles qui ont eu des postes dans des universités parce que c'est vraiment pas le cas de toutes. Et donc, on voit quand même que ça circule pas mal dans beaucoup d'endroits de la planète. On voit aussi qu'en fonction, de nouveau, de nos choix, parce que c'est des Mhm, choix, mais aussi de nos réseaux, de nos accès ou pas à mhm, certaines langues, il y a des trous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes anthropologues là-bas, il y bien en a sûr. plein, bien entendu. Donc, c'est pas du tout ça. C'est les 18 que nous, et c'est nous-mêmes, en tissant aussi cette carte, ça nous a marqué encore plus fort qu'il y avait des espaces où, voilà, on a fait des choix. Hein, on a quand même été dans pas mal d'endroits, mais voilà, il y a des endroits. Et puis aussi, ce que la carte reflète, c'est parce que là, on a l'impression que c'est très, très États-Unis. En fait, c'est pas forcément qu'elles viennent de là. C'est que ça montre quand même des hégémonies en termes aussi de lieux d'éducation. Mhm, Pour beaucoup d'entre elles, même si elles viennent voilà, d'Argentine, par exemple, ou du Mali, du Burkina Faso, elles ont à un moment donné, soit pour leurs études, soit pour occuper un poste, elles sont passées notamment par les États-Unis, pas seulement, mais on voit quand même que voilà, au niveau de l'Europe, qui est ici en tout petit, euh, parce qu'on a fait le choix d'une carte plus ou moins décentrée et plus ou moins décoloniale. Je dis plus ou moins parce que l'Europe reste quand même au milieu, même si elle est en tout petit. Et puis la Palestine n'était pas sur la carte et nous l'avons ajoutée. Donc bon voilà, tout n'est pas résolu, mais enfin c'est une carte qui pose les choses quand même. On a quand même l'Afrique et l'Europe. C'est un peu différent de ce qu'on montre bien. habituellement, mais c'est loin d'être parfait. Mais donc voilà ce que ça dessine. Et j'ai envie de dire encore quelque chose par rapport à ça. On a fait le choix, je ne sais pas si ça se voit, mais en fait c'est vraiment du tissage avec chaque fois des couleurs. C'est tout Mhm, ça a pris déjà on l'a beaucoup réfléchi, puis ça a pris des heures de mettre ça en place. Et c'était aussi, je ne sais pas si tu es au fait de ça, de la broderie et du tissage qui sont aujourd'hui des lieux de réappropriation. Par toute une série de courants féministes. Et donc, c'était aussi intéressant pour nous de travailler par le tissage comme réappropriation de quelque chose qui a été non seulement mis uniquement du côté des femmes, mais aussi dévalorisé parce que dans les mains des femmes. mhm. Donc, il y a aussi un clin d'œil, en fait, là, à ces actes qui peuvent être qualifiés de micro-féministes, mais qui sont néanmoins importants. Donc, La broderie, voilà. moi, ça m'avait été mis en avant quand vous aviez, quand m'avait été présenté, je ne sais plus qui sont toutes les directrices de ce livre, l'ouvrage Anthropologie du proche.
Oui, qui oui. met en avant, alors c'est peut-être pas la broderie, mais c'est qui met en avant un de ces arts, artisanat euh, identifiés au féminin. Je reprends quand même un peu le chat. On a déjà mis Oui, Mamodo qui me dit qu'en Océanie aussi il y a un trou, mais en fait pas oui, oui. totalement, pas totalement. Il y On a un voit petit que peu par ici ici. on a les Samoa quand même. L'Océanie c'est quand même beaucoup plus grand que ce qu'on pense et ça, Mais on a pas mal de trous, et c'est clair. voilà, c'est normal. Et c'est Et aussi puis parce qu'on a fait des choix assez restreints. Et si les 11 autres qui sont en plus petit portrait, qui sont sur les murs, dont on parlera après, avaient été sur la carte, alors, notamment en Chine, par exemple, on a quelqu'un, etc. Puis l'Océanie, avec la Mélanésie, aurait été Oui, très représentée. ici, oui. Et puis Oui. tu parlais de la question de la langue. Il y a un truc qui s'observe quand on regarde l'Afrique, c'est notamment, ici, il y a 3 points. Oups, je me permets. Il y a 3 points sur le Sénégal. Vous ne le voyez pas, mais il y a 3 aiguilles sur le Sénégal. Bah, ça représente aussi le fait que, bah, en termes d'études, d'écoles francophones en Afrique, on voit, tu parlais d'hégémonie, bah, peut-être le Sénégal a Mais fait c'est la même partie, personne, hein, par contre. c'est la Tu même vois, personne, les c'est 3 aiguilles? Awatiyam. Oui, oui. Ah, En fait, d'accord. c'est chaque femme a une couleur et les aiguilles, c'est les lieux de naissance, les lieux d'études, les lieux de travail. Je Et croyais donc, que c'était c'est plusieurs. Awatiyam qui est Ok. entre le Sénégal et alors, Le Ghana. voilà, ici, Ghana, Togo, Burkina Faso, Afrique de l'Ouest de manière assez. Mali aussi, elle a travaillé vraiment dans différents endroits d'Afrique de l'Ouest, mais c'est la même personne. Et donc, bon, voilà, sur le continent africain, bah, voilà, on a Awatiyam, on a quelqu'un du côté de l'Égypte, on a quelqu'un du côté donc, de la Palestine, de nouveau, 18. Voilà, c'est restreint. C'est restreint, mais en même temps, on voulait que certaines choses soient vraiment présentes. Mm. Et ça reflète aussi, c'est vrai, bien entendu, euh, ces questions de langue hégémonique, que ce soit le français, l'anglais. On a travaillé principalement français, anglais, espagnol, portugais. Donc ça fait déjà 4 langues, mais c'est les 4 Oui, langues bien les sûr. plus hégémoniques, en tout cas de notre point de vue situé. Oui. Évidemment, d'un autre point de vue, ça pourrait être le chinois ou le russe, mais voilà, nous, ce à quoi nous avions accès et ce à quoi on a généralement accès, bah, c'est autour de ces 4 langues-là. Au labo, donc au LAP, c'est ce qui s'entend beaucoup, hein. Alors, moi, je parle français, anglais, vous le savez, plus elfique que espagnol. Enfin, elfique, pas le elfique de Fostea. Fostea, c'est l'elfique du Seigneur des Anneaux. Moi, c'est la langue ancienne de The Witcher. C'est très, c'est très Bon, alors spécifique. là, Mais on a Fostea qui nous dit que déjà que c'est trop, qui dit comme message que c'est trop bien de voir des femmes mises en avant comme ça. Donc voilà. merci. Et on a Eris Winfly, qui est donc la sœur de Fostea, qui est Maggie, qui nous envoie un petit message. Donc déjà, bonjour Eris, ça me fait très plaisir de te voir. Enfin, de te voir, de De t'avoir. savoir que tu es là, quoi. Voilà. On va commencer à un peu se déplacer. Ok. Alors, je pose le micro Ça, et c'est on va pas faire en facile. sorte de ne pas filmer le reste Et donc, non. je te suis. Oui, alors on va. C'est un petit peu d'organisation. On a un truc à roulette pour vous dire. Ah. Et on va aller se mettre devant un tableau bien précis. Alors, c'est toute une ingénierie qu'on a fait, Qui suit plus ou moins. qui suit plus ou moins. Hop, on va tirer celui-là. Ah, oui, attends. Ça va le faire, ça va le faire. Mais ils ont l'habitude, ils savent que ici, ça n'est que du. Oula, c'est la Ça va chaîne. plus loin. Ça va pas plus loin? Ah non, c'est que je roule sur mon fil. Je roule sur mon fil, ça n'ira pas. Mais ils savent que cette chaîne, ça n'est que du système D. Ah oui. Bon, écoute, c'est déjà magique hein, de pouvoir faire ça comme ça à l'intérieur de l'expo. C'est. Ouais, je remercie sincèrement les salles de m'avoir prêté le Et donc, on matin. se met devant Hortense, c'est ça? Voilà, c'est. Génial. Alors, pourquoi on se met devant Hortense? Déjà, bah parce que c'est. Oh, elle est un peu coupée. Elle est un peu coupée. Est-ce que. Tu veux qu'on recule un peu? Je vais la reculer un petit peu. Ah, oui, c'est ça mieux. m'a l'air mieux. Bah déjà, vous la voyez en bas à droite. Vous la voyez en bas à Son droite. visage par là. là. Ouais. Vous voyez son visage là et là. C'est donc un peu la tête d'affiche. C'est la tête d'affiche. Pourquoi? Qui est-elle? Qui est-elle?
Donc, Hortense Powdermaker, bon, c'est la tête d'affiche, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein. On n'a pas décidé spécifiquement. Voilà, c'est la proposition que Citinova, c'est important de les citer aussi, qui est l'équipe de graphistes avec qui nous avons travaillé. C'est la proposition qu'elles nous ont fait. J'oublie le micro. Ah oui, voilà. Et du coup, on doit répéter ou bien ça Non, va? non, 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 je Non. pense qu'ils ont entendu. J'ai mis le micro très, très fort. Voilà. Et ça nous plaisait bien aussi parce que dans la proposition graphique, il y a à la fois quand même, c'est quelqu'un d'important, je vais y revenir, et puis qui est situé dans une certaine époque. Et en même temps, il y a le MeToo qui apparaissait d'emblée, qui nous amène dans, évidemment, quelque chose de beaucoup plus contemporain. Le Hollywood qui est accrocheur, on se dit, tiens, parce que parfois on a une idée comme ça de l'anthropologie, comme quelque chose, soit un peu situé dans le passé, soit qui s'intéresse uniquement, finalement, à des groupes humains qui seraient situés en dehors de l'Occident, alors que c'est pas du tout le cas, ou bien qui s'intéressent uniquement à des questions qui touchent, disons, des publics qui sont plutôt victimes des institutions, plutôt que des décideurs, des décideuses, des dirigeants, des dirigeantes, etc. Et donc, elle combine vraiment pas mal de choses. Alors, Déjà, elle a presque un nom, ça me fait penser que c'est presque Power Maker, donc ouais, j'aime j'avoue, bien. hein. C'est vraiment pas mal. Donc, en même temps, c'est très classique parce qu'on voit, hein, donc elle a été élève de Malinowski. Donc, Malinowski, Peut-être qu'on peut expliquer qui il est très qui est rapidement, parce Malinowski. que je pense que la plupart ne voient pas qui il est. Ok, ce qui est intéressant, je ne vais pas être trop longue, mais souvent quand on parle de l'anthropologie ou de l'histoire de l'anthropologie, mais on fait ça pour toutes les sciences, on va entendre, et ça se dit encore, hein, on va dire qui sont les pères de l'anthropologie. Voilà, et nous, on a voulu aller regarder, pas forcément du côté des mères, mais du côté des mères, des sœurs, des cousines, enfin vraiment de toutes ces femmes importantes. Et donc, Malinowski, il est considéré comme, on le retrouve dans tous les manuels, et il est considéré comme, mais ça tient pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le faisaient déjà en même temps que lui, mais comme une des premières personnes, je vais dire ça comme ça, à avoir vraiment institué le fait de l'importance de l'enquête de terrain pour faire une anthropologie en fait de qualité. Je ne veux pas dire Et beaucoup puis, plus et que puis ça. de l'enquête longue, et De c'est l'enquête rigolo. longue et rigoureuse. Et puis, mais c'est qu'il y a une anecdote rigolo, c'est que lui, il y a du hasard dans ça. Après, on va retourner sur Hortense Ouais, Powdermaker. ouais. C'est qu'il y a du hasard parce qu'en fait, il est resté coincé sur son île à cause de la guerre, et que sans ça, il aurait peut-être pas été le père de l'anthropologie du tout, parce qu'il serait revenu très très vite. Ça, On ne on sait ne pas, saura jamais. Alors mais après, il a écrit des choses extrêmement intéressantes qui ont été discutées par la suite, notamment par des femmes qui ont pas mal remis en question ces analyses. Mais si les analyses n'avaient pas été là, elles n'auraient pas non plus suscité d'autres débats par la suite. Et donc, voilà, je conteste pas son importance, mais voilà. voilà. Donc, elle s'inscrit au départ dans quelque chose, voilà, d'une filiation, on va dire, ou filiation, mais comme voilà, on essaie d'être dans des néologismes aussi autour du matrimoine assez classique. Mais elle, à la fois, au départ, c'est intéressant, on est dans la gare et donc Ouais, il y a beaucoup d'agitation à il y a beaucoup de l'extérieur, mais vie. je ne sais pas si ça gêne ou Non, pas. c'est l'idée du live IRL, c'est d'être IRL, d'être dans la Voilà, vie. Donc si IRL. ça vit autour, ça vit autour. Il n'y a Très pas de bien. problème. Et donc, elle a fait des terrains un peu, au départ, pour sa thèse. Voilà, elle est allée en Afrique parce que c'était un peu attendu d'aller ailleurs, de faire du terrain un peu. Et puis, assez rapidement, elle a fait tout autre chose. Elle s'est intéressée au monde d'Hollywood, Mhm. vraiment de l'intérieur, dans une vraiment ethnographie comme on la pratique aujourd'hui. Et elle a écrit un ouvrage extraordinaire, en fait. Hollywood, The Dream Factory, c'est ça? C'est ça, Hollywood The Dream Factory, que j'ai lu du coup pour préparer cette exposition. Donc avec honnêteté, je ne l'avais jamais lu, j'avais déjà entendu son nom parce que souvent on la nomme comme une des précurseuses de ce qu'on appelle le study up, donc étudier plutôt les personnes qui sont en position de pouvoir. Et donc voilà, j'avais vu passer son nom, mais je n'avais pas lu son travail. C'est assez extraordinaire parce que donc elle décortique tous les rapports de pouvoir en termes de classe et donc toute la question bourgeoise est très présente dans son travail. Elle est du coup aussi une précurseuse de ce qu'on appelle aujourd'hui le bourgeois gaze. Ça peut peut-être aussi intéresser un peu un public comme on parle beaucoup Oui, à fond. du male gaze, Bien donc sûr. voilà, le colonial gaze aussi qui est quelque chose d'important. Et le bourgeois gaze, c'est un peu la même chose. C'est la manière dont le regard bourgeois
travaille à la fois les discours, les pratiques, les représentations. Et donc, elle fait toute une analyse sur le fait que les productions Hollywood, en fait, sont travaillées par le bourgeoisie et donc sont le reflet notamment des visions du monde des producteurs qui s'inscrivent dans une certaine classe sociale. Et moi, travaillant aujourd'hui notamment sur les inégalités dans le milieu des arts de la scène, ici en Belgique et plus largement en Europe, je lisais son bouquin publié dans les années 50 et je me disais, mais c'est dingue, en fait, on est en 2026 et ça tient toujours. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'une bonne ethnographie, ça met le doigt sur des mécanismes. Alors évidemment, il y a des choses qui se sont transformées, mais globalement, ce qu'elle raconte et notamment ce qu'elle dit de ces personnes en position de pouvoir et de leurs aveuglements, mais aussi de la manière dont ils imaginent que tout le monde leur ressemble. Elle raconte, quand ils font des choix sur des films, etc., ils pensent au public, mais ils ont l'imaginaire que le public est comme eux. Et donc, ça influence très, très fort, évidemment, les films qui vont sortir, les réalisateurs. Non, il n'y a même pas j'ai pas besoin de le mettre au féminin. À l'époque, les réalisateurs qui vont soutenir ce qui est possible en termes de bienséance. Et alors, et ça, je vais encore dire ça quand même parce que ça me semble hyper actuel. Écrire un bouquin dans les années 50, mais encore aujourd'hui, sur Hollywood, c'est hyper dangereux parce que tu peux avoir des attaques pour diffamation, etc. Et donc, ça l'a obligée aussi à être dans une vraiment, elle est extrêmement créative dans sa manière d'écrire. Et donc, le bouquin est aussi très actuel, très dans son écriture. Et juste pour donner quelque chose de concret, chaque chapitre, c'est... je sais pas moi, celui qui a eu 3 femmes, par exemple, celui qui vient de tel quartier, celui qui... Et donc, tous les chapitres... Et chaque fois, elle nous présente des personnes réelles, mais transformées en personnages pour aborder, avec un regard extrêmement critique, tous les aspects d'Hollywood. Et alors, ce qu'elle fait aussi, qui est extrêmement intéressant, comme elle a d'abord fait du terrain... je ne sais plus le premier terrain, je ne sais plus c'est dans quel pays. Je ne sais plus c'est dans quel pays. La Zambie, c'est après. La Zambie, c'est après. Oui. Je sais pas s'il y a marqué Zambie. Il y a marqué le Zambie Los Angeles. Donc il y Oui, a je pas ne sais trop- plus, mais ça n'est pas très Ah oui, voilà, chez les Mélanésiens du Pacifique Sud. Donc, elle a suivi, évidemment, son directeur de thèse. Et alors, dans son bouquin sur Hollywood, elle fait tout le temps des comparaisons. Ouais. Elle dit, et donc, elle déconstruit toute prétention exotisante. Elle dit, nous aussi, en fait, on a nos formes sorcellaires, nous aussi, on a... Enfin, c'est vraiment assez... c'est vraiment passionnant. Et alors, après, elle est allée en Zambie, en interrogeant, et c'était quand même à l'époque pas si courant, le fait que ce qu'elle peut observer se joue dans un contexte colonial et que donc c'est pas rien, que ça influence toutes les dynamiques sociales. Et elle va s'intéresser au cinéma en Zambie, dans les années 60. De nouveau, c'est pas ce que faisait la majorité des anthropologues. Donc elle coche vraiment toute une série de cases. Et quand on voit les revendications MeToo, c'est pour ça qu'on l'a mis, notamment dans le milieu des arts et du cinéma aujourd'hui, ça colle avec toute une série de choses qui sont dans ses écrits de l'époque. Et donc, il y a quelque chose comme ça d'assez fou. C'est vraiment, moi, je me suis vraiment passionnée pour cette figure que je connaissais mal. Enfin, voilà, parce que ça vaut vraiment la peine de se plonger dans son travail. Alors, pour être honnête, je ne la connaissais pas du tout avant. Et effectivement, j'ai commencé à un peu m'enseigner. Et alors, il y a des choses où aujourd'hui, alors avant que je revienne un peu sur ce que le chat nous dit, parce qu'ils ont des questions et des remarques, Ouais, aujourd'hui on parle d'ICC, industrie culturelle créative. ouais. Hollywood a bien changé. Et là, elle a une phrase, c'est dans tout travail de terrain, il y a généralement une donnée ésotérique que les natifs gardent cachée. Chez les Mélanésiens du Pacifique Sud, c'est la magie noire. Tu disais le lien avec nous, des Ouais, formes ouais. de sorcellerie. Bon, vous le savez, j'ai étudié la sorcellerie, donc on prêche un convaincu, on va dire. Chez les dirigeants d'Hollywood, ce sont les bénéfices nets. Même les producteurs ignorent souvent ce détail concernant leurs propres films. Et il y a quand même une évolution entre le Hollywood de ces années et maintenant, et qui, je pense, qui ne disent pas que ce qu'a écrit Hortense Potter-Michael est faux, mais qui C'est invite, situé en tout cas. oui, et qui invite pour moi à se replonger dedans et à y retourner pour voir cette évolution. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas? Parce que les arts de la scène, enfin maintenant, il y a des choses qui changent, c'est-à-dire que maintenant, et ça, sans doute que beaucoup de gens dans le chat l'ont
Alors, il y a des blagues de geek. Il y a des blagues de geek dans le chat que je te passerai parce que voilà. Ok. Mais c'est qu'aujourd'hui, bah, les bénéfices nets Mhm. sont des arguments sur la réussite d'un film et parfois sur la qualité d'un film chez les fans. Donc là, par exemple, l'idée que les bénéfices nets ne sont pas connus, aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, On a elle quand dit, même une transformation. alors, ce qu'elle dit, c'est pas qu'ils sont pas connus dans l'absolu, c'est qu'ils sont pas forcément connus de toute une série d'acteurs ou d'actrices qui Mais participent du système. maintenant, ils sont Ouais, en ouais, disponibles. Alors pour oui, Hollywood, ils sont oui. disponibles. On sait combien a rapporté Avatar. Et ça, Mm, c'est un truc que je trouve fou, mais qui est aussi une différence de l'époque où à l'époque, le cinéma se voit très artistique et tout. Et en 1977, ici on dit 70. Habituez-vous à dire 70. Alors Fostea et Eris savent le dire. On peut Mais dire 77, on va pas mourir non plus, Mais en hein. 1977, il y a Star Wars qui vient rebattre toutes les cartes parce que à ce moment-là, euh, on envoie les goodies. Alors même si, sachez-le, le premier pays des goodies et du marketing dans l'art, c'est la Belgique. Tintin. Ok, Tintin qui se vendait avant 1977 avec des figurines qui coûtaient un bras. ok. Là, ce que va amener George Lucas, c'est l'idée de non, non, on va pas faire ça coûter très cher, on va faire ça coûter très, 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 très pas cher, mais on va en Mm. mettre beaucoup, 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 beaucoup. Et ça a été le génie. Mais effectivement, j'ai commencé à m'intéresser et moi, je lis assez, j'avoue, je l'avoue. Je ne suis pas le plus grand lecteur d'ethnographie, vu que déjà j'ai découvert tard Mm, l'anthropologie. mm. Mais moi, je sais que Hollywood, The Dream Factory, je vais l'acheter, je vais aller le lire parce que ça me paraît On le effectivement. trouve très facilement, en Voilà. fait, il est Et en e-book, on peut l'acheter pour quelques euros. puis ça me paraît Ouais. être un point qui va me passionner déjà. Sur Oui, effectivement ce oui. study up qui pour moi évoque des choses. Euh, et puis voilà. Ce qui est intéressant aussi, je vais rajouter, parce que j'ai nommé point de vue situé en la nommant, et c'est quelque chose que je voulais dire Hmm. aussi à propos de la carte que j'ai Oui, oublié c'était de une nommer. question que C'est- j'avais, Ah, que mais tu as après? maintenant que Si j'avais, tu mais veux, que ah non non, je te laisse y aller parce que je ne trouvais pas comment en faire la transition. Ah, d'accord, Donc ok. donc ça tombe très bien. Parce que donc c'est quelque chose qu'on assume aussi en anthropologie, c'est que le savoir il sort pas de nulle part, il est toujours contextualisé, puis dépend aussi de nos personnes, de nos héritages justement pour le Mhm. coup. Et ici on cherche à retrouver nos héritages matrimoniaux. Et la carte, elle est aussi le reflet du point de vue et des points de vue situés de l'équipe qui a travaillé autour de Bien sûr. cette expo. Et donc c'est aussi intéressant enfin voilà, de pouvoir le nommer, mais de l'assumer aussi parce que c'est un des apports de l'anthropologie et c'est justement majoritairement des femmes, et dont certaines sont ici nommées dans l'exposition, qui ont participé en fait de faire avancer sur le plan méthodologique et aussi épistémologique, donc la manière dont on pense le travail de recherche qu'on est en train de faire, qui ont fait avancer les choses sur, en fait, assumer qu'on fait de la recherche qui est impliquée, située, et non pas un espèce de truc soi-disant planant, universel, et Hmm. qui finalement, gomme, efface à la fois toute une partie d'enjeux et de rapports de pouvoir, mais aussi toute une série de personnes. Hmm. Et donc ça, ouais, ça me semblait aussi important Bien de sûr. pouvoir le nommer. Bien sûr. Ouais. Alors avant de continuer, on prend un peu quand même le chat, alors qui Oui. a d'abord commencé par par parler du nom de Hortense Powdermaker, hein. On a Fostea qui nous dit un nom destiné pour de grandes choses. Jamie qui dit elle a vraiment un nom de PNJ principal, de personnage non joueur principal, dans un jeu steampunk. Ok. Alors voilà. Jamie qui demande avant que l'étude, alors qui revient sur Malinowski un petit Ok. peu, en disant avant que l'étude de terrain s'impose comme une norme, comment se pratiquer les études anthropologiques? C'était extrême. On peut revenir un peu assez rapidement sur ça. C'était extrêmement différent. Je veux dire, il y a eu l'anthropologie biologique à une époque. Oui, bah, qui existe toujours, c'est des courants, hein, mais si on reste dans l'anthropologie sociale, culturelle et politique, Mm, on va dire, parce que l'anthropologie biologique, c'est vraiment travailler anthropologie physique, travailler sur les corps, à partir des corps, alors évidemment en partie dans des contextes coloniaux et raciaux et avec toutes les dérives, mais c'est des choses qui existent encore aujourd'hui, en collaboration avec la police par exemple, il y a des courants d'anthropologie physique ou bien sur des questions sur lesquelles moi je travaille, notamment je travaille sur les morts aux frontières en lien avec les questions de migration et d'exil. Ben, on a des équipes aussi d'anthropologues physiques qui travaillent à identifier des corps, etc. Donc il y a évidemment
des dérives situées et qui ont participé, l'anthropologie, comme toutes les sciences, hein, a participé des questions raciales et coloniales, et elle essaye de ne plus le faire, mais évidemment, ça fait partie aussi de nos histoires, et donc il y a des choses qui perdurent et qu'il faut continuer à interroger. Mais si on se situe du côté de anthropologie sociale, culturelle et politique, en fait, les choses étaient pensées de manière très cloisonnée. Les anthropologues, c'était ceux qui faisaient les analyses, qui faisaient les théories, et d'autres faisaient les terrains. Alors, ou bien ils analysaient des documents qui avaient été produits par ce qu'on appelait dans tout un jargon colonial aussi, évidemment, les explorateurs, mais aussi des communautés monastiques. Donc, toutes des données qui étaient là et à partir desquelles il et elle faisaient théorie. Donc voilà, ça fait aussi partie de l'histoire de la discipline. Et puis petit à petit, cette séparation qu'il y avait entre l'ethnographe, vraiment celui qui est sur le terrain, l'ethnologue, celui qui analyse un seul terrain, et l'anthropologue, celui qui fait des théories. Aujourd'hui, on est du 3 en 1, quoi. En fait, l'idée, c'est d'être du 3 en 1, c'est de vraiment nous-mêmes aller sur le terrain, c'est fondamental. Puis de prendre, d'interpréter ce qui s'est joué là. Et à partir de là, d'essayer aussi de penser, de faire du lien avec d'autres terrains. Et voilà, pour faire court. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins. Oh, je pense que ça répond bien. Moi, quand je suis arrivé de l'histoire à l'anthropologie, la réflexion que je me suis faite, c'est, mais en fait, avant, en histoire, ils faisaient des chroniques, c'est-à-dire ils allaient là où se passait l'histoire. Et d'ailleurs, il y a un exemple au début de The Witcher 3 d'un historien qui va là où il y a le champ de bataille, là où il y a la guerre, et qui le met en avant. Bon, le personnage principal étant très cynique, lui dit oui, oubliez pas de tout décrire, les pillages et tout. Et en arrivant en anthropologie, je me suis dit, en fait, je me mets à être un chroniqueur, un historien à l'ancienne. Il y avait un côté comme ça. Donc, on a Jamie qui nous dit que ce qu'on racontait sur Hortense Powdermaker, ça se voit beaucoup dans les productions Netflix, l'influence que ça a dans les choix de production et l'évolution de la construction des épisodes. Eris qui revient un peu sur la question donc, de ce que tu disais sur l'ancienne anthropologie en parlant d'une anthropologie de chambre, faite de lecture et de réflexion depuis un bureau dans son chez-soi et à l'université. C'est intéressant, je trouve. Oui, absolument, oui. Et qui me dit que moi, j'hésite pas, effectivement, personnellement, j'hésite pas à regarder un peu Up sur ma chaîne. Il y a 2 semaines, on a pris on a parlé d'un créateur de jeux vidéo qui disait qu'il y avait du sabotage de son jeu et tout, et j'ai pas hésité. Et effectivement, on a passé j'ai passé 1 heure à rappeler comment ça se passait la création du jeu, tout ça, comment c'était vu par cette personne, et que cette personne était dans les dossiers Epstein, donc son avis, on pouvait peut-être, voilà. Sans passer. Mais pour revenir sur l'exposition, je vais tourner un tout petit peu, et on va arriver un tout petit peu sur des aspects techniques de l'exposition, de manière à je veux qu'on voit les 2 choses. Donc, vous voyez, je bouge pas. tu peux tu vas où tu veux. Hein. Tu peux plus aller par là si tu veux. Par là C'est juste pour dire, on a d'un côté, on ne voit plus. Voilà, tu peux être entre les 2, je pense, ça sera parfait. Tadam. Voilà. On a d'un côté ces grands panneaux. Oui. Et on a ces tout petits tableaux. Oui. Enfin, ces tout petits tableaux. Ça, en vérité, ils sont plus. Non, même à l'écran, ça va, ils apparaissent bien. Oui. Comment vous avez choisi qui allait où? Comment vous avez choisi cette répartition Oui. Alors, au départ, en fait, on avait choisi donc, les 18 femmes qui apparaissent en grand. Et on voulait vraiment mettre à l'honneur des femmes qui sont rarement dans les manuels. Pour certaines qui vraiment, en tout cas ici, Belgique, France, ne sont pas du tout enseignées et dont les apports à la discipline et à la société sont majeurs. Et on voulait aussi avoir un seul panneau qui reprenne en fait toute une série de noms d'anthropologues tout aussi importants, mais qui sont quand même déjà un peu plus connus. On va retrouver plutôt dans les manuels, dans les enseignements. Et puis, finalement, ce panneau avec juste des noms, bon voilà, ça nous semblait. Et donc, ces noms sont devenus les petits panneaux. Donc, on a refait des choix. On en a choisi 11 parmi toutes aussi. Et donc, mais là, on n'avait pas, c'est aussi des contraintes techniques et financières, il faut pouvoir le dire, parce que ça coûte aussi de l'argent de faire une exposition comme celle-là, que ce soit sur le travail graphique, que ce soit sur le matériel, etc. Et donc, du coup, c'est devenu des plus petits panneaux avec
vraiment alors une mise en avant assez minimaliste de qui sont-elles, un élément sur lequel elles ont particulièrement travaillé ou pour lequel elles sont particulièrement connues et une œuvre. Et donc, ce sont voilà, les choix qu'on a faits. Et de nouveau, dans le livre collaboratif des matrimoines, on espère que de nombreux autres noms vont venir compléter la liste. Et nous-mêmes, on en a déjà plein en réserve, puisqu'on est parti d'une centaine de femmes pour faire nos choix, mais on attend de voir un peu ce qui va émerger de là. Et donc voilà, le choix, si tu veux, c'était Annette Weiner, souvent, comme elle a notamment justement participé à remettre en partie en question le travail de Malinowski. Je dis souvent, moi quand j'ai fait mes études, on ne m'a pas parlé d'elle. Mais moi maintenant, quand j'enseigne, je ne peux pas parler de Malinowski sans parler d'Annette Weiner. Donc, voilà, ça fait partie un peu, je pense que c'est de plus en plus le cas, je ne suis pas sûre, mais je pense. Anna Tsing, c'est intéressant parce qu'elle est plus... Je vous la remets un petit je peu. crois qu'on la voit. Hop, Elle est comme plus ça, on voit encore. contemporaine, elle vit toujours, et puis elle est relativement jeune, enfin bon, 1952, l'année de naissance. C'était intéressant aussi d'en mettre quelques-unes qui, même si elles sont vivantes, très actives, etc., on sent déjà qu'elles vont faire partie des mémoires et des héritages par tout ce qu'elles apportent. Et c'est aussi intéressant de voir comme certaines figures en lien avec les questions de société qui sont plus ou moins mises en avant deviennent aussi un peu des figures mainstream. Il y a encore 10 ans, Anna Tsing, c'était un peu confiné. Aujourd'hui, Anna Tsing ou Donna Haraway, par exemple, moi, ça m'arrive très régulièrement d'aller au cinéma ou d'aller au théâtre. Ça fait partie des choses qui sont amenées, où on les cite comme influence, en dehors même du milieu de l'anthropologie, dans les milieux écologistes, aussi dans les milieux féministes, etc. Donc c'est intéressant aussi de voir comment certaines femmes et certaines théories, certains apports s'échappent de la discipline pour venir travailler quelque chose de la société. Et donc, et puis voilà, c'est des figures qui interrogent vraiment nos sociétés contemporaines, Anna Tsing, notamment les questions de capitalisme et d'anthropocène, mais pas seulement, évidemment. Voilà. Alors, je vais revenir sur plusieurs choses parce qu'ensuite on va se déplacer. D'accord. Effectivement, il y en a qui, en parlant d'Anna Tsing, qui hérissent. Donc, Guy nous dit mais Anna Tsing, elle fait partie de ces autrices qui vous changent profondément. Oui. Faustéa est partie et je lui dis au revoir. Hein. C'est très gentil d'être passé, c'est ce que je te disais. Ils viennent. Parfois, ils disent rien, ils partent comme ça. Parfois, ils nous disent au revoir et ça, c'est toujours agréable. Et ça lui a donné envie d'aller découvrir Hortense Powdermaker. Voilà, ça c'est chouette. J'essaye de tout reprendre, mais déjà on a battu, alors le record de la chaîne de personnes en simultané était jusque-là de 9 et on a atteint tout à l'heure les 12. Donc on a battu le record, je suis très content. C'est chouette que les matrimoines en anthropologie intéressent. Ça a accroché, mais j'avais senti en mettant sur les réseaux que ça commençait à accrocher. Chouette. Jamie nous dit ça fait plaisir de voir de plus en plus de femmes mises en avant comme référence dans plus de sciences humaines. Darny Nova qui me dit que j'ai créé un compte juste pour ça. Donc il y en a même qui ont créé un compte Twitch juste pour venir voir ce live. Bienvenue Darny Nova. On va bouger un peu. Alors je fais juste attention parce que les gens ont quand même un droit à l'image que je tiens à respecter. Non, mais les fils, ça va? Ça va aller, oui, dans ce sens-là, c'est plus simple. Alors, seule chose qui va... Non, ça va. Il va falloir passer ce fil-là. Non, ce fil-là, on a de la chance. Ah, génial. J'ai un minimum bien pensé les choses. C'est le premier live bien pensé de cette chaîne. Mais ils le savent, ils ont l'habitude. Ah, voilà, on va se mettre ici. Ici? Oui, c'est... Ok. Il faut qu'on voit cette dame. Alors, je vais reculer. Parce que bon, c'est... Si jamais il y en a qui sont en Belgique, en Wallonie, sur Louvain, etc., vous pouvez encore prendre la voiture et nous écouter. et nous écouter. Alors, nous rejoindre. Malheureusement, je ne pourrai pas y être à mon grand désarroi. On est peut-être un peu trop... je suis peut-être pas non plus... Peut-être que je peux quand même avancer un minimum. Hop là.
Voilà. Donc, on est devant le panneau d'Esther Newton. Alors, Oui. roller coaster en direct, oui. Euh, Mais je crois que c'est pas trop vomitif et que j'ai bien fait de faire comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on est devant le panneau d'Esther Newton? Jamie Black qui nous dit Yay, ça va parler drague. Oui, Yes. notamment. Tac. C'est parce que ce soir, il y a donc une diffusion. Alors, je te laisse donner toutes les informations. Oui. Il y a donc. D'accord. Ok, donc dans le cadre de l'expo, en fait, on a aussi mis en place toute une série d'activités. Il en reste deux. Alors, l'expo, elle est visible encore jusqu'au 7 mai, donc c'est important aussi de pouvoir le dire. C'est en libre accès. Mais on a encore deux activités, dont une ce soir. C'est la projection d'un documentaire qui s'appelle Esther Newton Made Me Gay. Inspirée. Donc, c'est une réalisatrice qui, dans ce documentaire, retrace en partie la vie d'Esther Newton, mais aussi interroge sa propre vie, sa propre trajectoire, sa propre militance autour des questions LGBTQIAP+. Et le titre Esther Newton Made Me Gay s'inspire directement d'un des ouvrages d'Esther Newton qui est Margaret Mead Made Me Gay. Et donc on voit de nouveau les filiations avec deux L entre finalement la manière dont Margaret Mead a permis aussi à Esther Newton de théoriser sa propre, parce qu'il y a une partie autobiographique, une partie terrain dans les milieux drag, dans les milieux queer, etc., de théoriser sa propre histoire dans une anthropologie sociale et culturelle aux États-Unis, où la porte avait été ouverte par Margaret Mead, qui a déconstruit en fait toutes les formes d'essentialisation et de naturalisation des corps, des rapports de genre. Donc il y a là quelque chose qui se poursuit vers le documentaire de ce soir, qui sera donc projeté à 18h, enfin l'accueil à 18h, puis on démarrera un tout petit peu après, au studio 11, Voilà, ici 1h10, à donc Louvain-la-Neuve. logiquement, si vous êtes à Bruges, c'est un peu loin, mais le reste de la Belgique, ça va. Ouais, c'est jouable. Avec après une petite discussion, évidemment, qui va s'en suivre. Et voilà, on est très heureuse de pouvoir avoir cette projection grâce au collectif Women Make Movies, qui nous ont voilà, donné accès au film. Et voilà, je sais pas ce que Et tu veux que je dise. bah, moi, c'est déjà la première chose que je note, c'est que vous ne le voyez pas, c'est que vous parlez ici que son travail révolutionnaire présente pour la première fois une véritable culture gay. Mais gay est écrit G-A-I-E. Et Oui. ça, je trouve ça intéressant parce que on a l'habitude d'écrire gay G-A-Y. Pourquoi G-A-I-E? Alors, pourquoi GAIE? C'est une bonne question. C'est simplement le passage au français. Il n'y a pas vraiment. Mais c'était aussi intéressant de l'affirmer justement dans nos langues et pas parce que parfois c'est comme le black qui met de la distance avec le noir. L'anglais parfois permet de mettre à distance. Et donc, il n'y a pas. Disons, quand on parle de son travail en particulier, c'est plutôt les mots en anglais. Et puis, quand on parle de comment ça permet de penser des choses au-delà d'elle-même dans notre société, puisqu'elle est aux États-Unis. Ici, précisément, là, on va vers le français, mais c'est pas, il n'y a pas un acte théorique ou militant particulier du fait d'utiliser le mot français ici. Il n'y a pas. Mais parce que moi, je ne savais même pas qu'il y avait que le mot français pour gay Okay. était gay G-A-I-E. Okay. J'étais persuadé que c'était G-A-Y. Ok. G-A-I-E, je me posais la question pourquoi? Parce que en plus, il y a le cliché du gay, avant c'était la folle. Et donc, je me suis dit, j'ai eu beaucoup de réflexions, mais esprit en arborescence. Ok. Mais il y a un autre élément qui a à voir avec la drague. Oui. Et qui a à voir avec la drague, qui est un élément, il faut savoir, donc j'ai beaucoup de discussions avec forcément mes deux collègues, Éléonore Adioui et Héloïse Gonissen, qui m'ont beaucoup parlé dernièrement et essayé de m'expliquer de ce dont parlait Esther Newton, la performance. Elles m'ont notamment parlé de l'idée de performative male. C'est une idée que je pense que je comprends en surface, mais je n'arrive pas à l'intégrer du tout. Il y a quelque chose chez moi qui fait que qui ne fait pas sens. Je comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais comment, du coup, toi, cette question de performer le genre, la performance, comment tu l'expliquerais à un public qui ne connaît pas forcément ce concept? Bon, c'est une question vaste, mais d'abord, ce qui est intéressant de dire, c'est que Esther Newton, outre le fait de le théoriser,
elle l'a théorisé par la mise en pratique. Et donc, c'est vraiment aussi un apport méthodologique et épistémologique à la discipline, c'est de se rendre compte, en fait, des choses en les vivant de l'intérieur et non pas justement en les regardant de l'extérieur. Et peut-être que le fait que tu as du mal aussi à le penser, peut-être on va faire ensemble un atelier drague, et puis peut-être ça va se penser autrement, puisque ça se fait dans les deux sens, évidemment. On peut performer le genre féminin stéréotypé comme performer le genre masculin aussi stéréotypé, ou bien déconstruire via la performance les questions de genre. Donc il y a vraiment de multiples possibles aussi, notamment dans les engagements militants. Et donc il y a vraiment cette idée de mettre quelque chose en jeu dans son propre corps, mais aussi dans ce que ça vient provoquer du côté de celui, celle qui regarde, qui reçoit, comment ça vient troubler. Hein, c'est Judith Butler, trouble dans le genre. Il y a quelque chose vraiment dans l'acte de performance, à la fois pour soi et pour les autres, qui est pour le coup performatif, pour reprendre de nouveau le vocabulaire de Judith Butler, et qui est intéressant en soi. Et puis c'est aussi l'idée de culture, elle est intéressante parce que c'est aussi tout un milieu entre le milieu de vie, l'idée de famille, de reconstruction d'autres familles, d'autres parenthèses. C'est un milieu de militance, évidemment. C'est un milieu aussi avec, je vois que tu ris, il y a des trucs dans le chat, Oui, il y a des avec trucs des dans le chat, questions. c'est Meggy qui réagit. Qui a envie de dire des choses, ça va être chouette, avec aussi tous des enjeux artistiques et esthétiques, parce qu'en fait, c'est pris très au sérieux, en fait. C'est pas se déguiser. Il y a vraiment une différence entre se déguiser et performer. Il y a vraiment, c'est tout autre chose. C'est un acte militant et artistique extrêmement sérieux qui est là en jeu et qui vient questionner en profondeur les rapports de genre, en passant notamment par la question du corps et de la mise en scène. Donc il y a quelque chose de extrêmement profond qui se joue là. Et je suis curieuse de voir ce que Meggy raconte. Déjà, en t'écoutant, moi, ça me rappelle aussi la question du cosplay, parce que les cosplayers ne se déguisent pas. Ne dites jamais... Je n'ai jamais fait cette erreur, j'ai eu la chance, mais j'ai déjà vu des gens faire l'erreur de dire à des cosplayers qui se déguisaient « Ouh là 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 là, c'est une erreur à ne pas faire ». Et j'ai fait, moi, une conférence en cosplay, et c'était très particulier, je dois dire, de savoir qu'on est là. J'étais en cosplay d'assassin du jeu Assassin's Creed, avec les lames, tout ça. Et il y a un article qui m'a pris en photo. Je suis dans Ouest France. Sachez-le, je suis dans Ouest France sur une conférence que j'ai donnée, et j'étais en cosplay. Et effectivement, je comprends du coup un peu mieux. Mais donc, on a Eris qui nous dit, qui me demande si je suis prêt à faire un nouveau cycle de live autour de la question qui est un peu vaste, qui réclame une performance de ma part. Je suis d'accord. Chaque chose en son temps. Je suis d'accord. Qui, elle, a beaucoup analysé aussi l'avatar. Ouais. Et le fait que les gens, effectivement, performent leur avatar, c'est très, très juste. Quand ils sont dans des jeux en ligne, ça transforme les choses. J'ai beaucoup joué avec Jamie à des jeux où on jouait à des MMORPG où on avait chacun notre personnage. Et à la fin des fins, on voulait jouer comme on jouait comme notre personnage. Il y avait quelque chose comme ça. Donc voilà, il dit du persona du joueur et de la participation aux événements IRL de jeu. Jamie Black qui répond performatif en linguistique et en grammaire. C'est une linguiste, hein. Elle, c'est quelqu'un qui écrit. Elle, c'est une écrivaine. C'est utilisé pour désigner quelque chose qui existe en vue d'atteindre un objectif ou de créer un effet. C'est différent d'une performance qui désigne une mise en scène. Performative male, c'est un croisement entre les deux. Eris qui répond. Donc, le problème, c'est qu'il parle. Enfin, c'est pas un problème. Plus ou moins en même temps. Ou entre eux. Non, entre pas entre eux. Pas entre elles. C'est que le principe de Twist, c'est que du coup, il parle, et le temps que j'en dise un, il continue. Oui, mais c'est une super loin, chose, hein, bien sûr, il faut que ça vive. Donc les cosplayers incarnent, et Jamie demande à Eris si elle a fait des écrits sur l'avatar. Oui. Si vous voulez que quelqu'un vous tunnel, donc je sais pas si tu sais ce que c'est qu'un tunnel. Non. C'est quelqu'un qui va commencer à parler d'un sujet. Si moi je parle de The Witcher, je vais faire un tunnel. C'est-à-dire ça veut dire que tu t'arrêtes plus. Voilà. D'accord. Et donc si vous voulez un tunnel, vous dites le mot avatar à Eris, et là, c'est fini. Mais c'est super intéressant. Et on va
passer à la suite parce que Ok. au final, en fait, ça avance super vite. Ok. Et Oh, bah, attends. je vais te faire quelques propositions. Ou on va vers Gloria Waker, qu'on a Ok. juste derrière. Ouais. Ou alors, on va parler des quelques éléments un petit peu différents qu'on a là-bas. Ok. Les lettres, tout ça, Margaret, les lettres entre Margaret et Benedict. Donc là, ce sera très sur l'expo, aussi là où il y a les rideaux. Ouais. Et il y a Dina Dreyfus. Ou alors, dernière proposition, c'est on va voir celle dont tu as envie de parler ou qui t'a inspiré. Et ça me ferait être. Je les aime toutes. Euh, je trouve que ça vaudrait la peine quand même si c'est je sais pas si ça va être la dernière chose qu'on fait, mais de montrer cet aspect-là de l'expo. Mais après, Faisons ça. tout en marchant, notamment, et peut-être on ira sur Gloria Walker à la fin, mais dire à propos de Dina Dreyfus, mais on peut le faire en marchant, quoi. Oui, on va faire Que ça. c'était la première épouse de Lévi-Strauss, il en a eu plusieurs, donc de nouveau un autre Lévi-Strauss qui fait partie des dix pères de l'anthropologie, et des noms qui sont sans doute connus par une des noms partie qui du sont chat. sans doute connus quand on dit anthropologie, encore maintenant. Ah, vous êtes anthropologue, christotropique, bon. On en a quelques dans le laboratoire, on a quelques fans de Lévi-Strauss, notamment parmi Oui, bon, parmi après, les plus anciens. après, il y a Mais des choses intéressantes, mais ce qui est intéressant avec Dina Dreyfus, c'est que, comme beaucoup de femmes d'anthropologues, alors là, par contre, on va avoir. Alors je reviens. ouais, moi je continue à raconter pendant que tu fais ça. Voilà. Elle l'a donc assisté avec plein de guillemets sur son terrain, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ont fait du terrain ensemble, mais que c'est lui, évidemment, qui a utilisé les données, qui a publié, qui est devenu, qui a eu des postes, etc. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que même après leur divorce, leur séparation, parce qu'elle a eu ce courage-là à une époque où ça ne se faisait pas tellement, et elle a eu après une carrière dans l'administration publique, c'est quelqu'un qui a fait des choses, voilà, qui a pu avoir aussi une certaine reconnaissance, mais ses propres carnets à elle, ses propres carnets de terrain, ses propres traces, ses matériaux, sont restés dans les mains de son mari jusqu'en 1965 parce que les lois ne lui donnaient pas accès, en fait, à son propre... à ses propres archives. Donc, c'est quand même intéressant de voir jusqu'où ça va aussi l'effacement des femmes. Et c'est en particulier pour ça qu'on l'a choisi. En fait, on voulait au moins, parmi plein de femmes à qui c'est arrivé, on en voulait une et on l'a choisie elle parce que tout le monde connaît Lévi-Strauss et que du coup, ça permettait voilà, peut-être d'accrocher par rapport à ces questions-là. Voilà. Oula, j'ai connu. Et donc, Il y a quand même une petite logistique. Voilà, donc là, alors je commence par filmer un petit peu en large. Alors déjà, sachez que cette drague que vous voyez là, vous vous souvenez sans doute de Julia Laureau qui était passée sur le live. Eh bien, ça vient de son expo. Et donc, moi, ce qui m'a d'abord interrogé, la première chose qui m'a interrogé, et puis ensuite on va venir au PTSD d'historien, qui sont les lettres. d'accord. Et on va d'abord aller là. Alors, je dis quand même... bon, ils sont en train de discuter. Faites vivre le chat. Je suis pour Très que le bien. chat vive sans moi quand je parle. Parce que... Attention. Oui, mais ça, il n'y a pas de souci. Ok. Et donc, on a Oui. quelques éléments un Oui. petit peu différents. Oui. Est-ce qu'il y a une symbolique? Comment ça s'est construit? Comment est venue l'idée déjà de ce rideau? Comment est venue cette L'idée du idée? rideau. Mais je vais d'abord dire pourquoi on a une partie Pourquoi? installation. On a Comment? une toute petite partie installation dans l'expo. Donc, vous avez vu, l'expo, elle est quand même. On a essayé de la rendre très vivante, c'est très coloré, c'est très. Mais enfin, ça reste quand même des contenus assez théoriques. C'est des présentations de femmes, de trajectoires, de théories. Mais il nous restait un mur. C'est vraiment ça. Et on s'est dit, on a réfléchi beaucoup, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace-là? Et on a voulu faire une toute petite partie, plus installation dans le terme artistique du terme. En travaillant les histoires de ces femmes, on s'est rendu compte que la plupart d'entre elles, outre leur travail d'anthropologue, avaient été très engagées sur le plan artistique pour toute une série d'entre elles, et aussi sur le plan de la militance pour toute une série d'entre elles, et que leurs travaux étaient encore aujourd'hui, pour toute une série d'entre elles, utilisés dans des militances contemporaines, pas uniquement dans les recherches contemporaines. Et ça nous a donné l'envie de travailler donc sur des slogans. Et donc on a un mur
qui travaillent en plusieurs langues. Mais de nouveau, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Ici, on a une langue en plus, on a l'italien. Mais enfin, ça reste que c'est quand même 5 langues. Et C'est que, Valentin. voilà. Et que, voilà, on n'a pas toutes les langues incroyables, évidemment, qui sont, ou même les langues de ces femmes, ou les langues des personnes avec qui elles ont travaillé ne sont pas présentes là sur nos murs. Mais enfin, on a travaillé quand même la question des slogans en lien avec les enjeux de lutte antiraciste décoloniaux et de lutte féministe qui sont vraiment centraux dans leur travail. Donc voilà, l'idée c'est ça. Et alors, le rideau, pourquoi? Alors, je vais essayer de Ouais. dévoiler un petit peu. Voilà, en fait, on a un collage là, vraiment dans le sens classique des collages que vous pouvez retrouver en rue, des collages féministes. Hein, donc, j'imagine que vous avez l'habitude parce que ça se voit de plus en plus comme ça. Et ces 2 slogans qui sont ici en grand, et l'idée, c'était, c'est un peu le pendant de Powder Maker qui est là derrière. Donc, c'est de nouveau le monde un peu du cinéma. Et donc, le rideau, c'est le monde des arts de la scène. C'était l'idée de pouvoir aller derrière le rideau et de découvrir 2 slogans qui sont quand même très forts et très connus maintenant. On se lève et on se casse. Et donc en lien avec l'intervention d'Adèle Haenel au César et par la suite toute une tribune féministe, notamment avec Virginie Despentes, etc. Et donc c'est sur vraiment c'est au-delà du MeToo parce que c'est aussi les questions incestueuses qui sont là en arrière-scène. C'est vraiment la colère face à l'insupportable d'un système de reproduction en fait, des violences, notamment de genre et des violences faites aux femmes et aux enfants. Donc on se lève et on se casse, quoi, c'est fini, on se met hors jeu, on se met hors système, on ne veut plus jouer avec vous en fait. Et alors il y a Noir n'est pas mon métier, et donc là ça renvoie aussi au monde du cinéma et au monde du théâtre. C'est le titre d'un ouvrage, un collectif, qui a été publié en France il y a quelques années maintenant, je crois que c'est 2018, où toute une série de comédiennes, actrices, donc à la peau noire, qui elles-mêmes parfois se nomment soit noires, soit racisées, soit afro-françaises, soit afropéennes. Donc il y a vraiment différentes manières de se nommer, mais en tout cas, elles se rejoignent par le fait d'être en tout cas perçues de l'extérieur comme noires, parce que la question du colorisme aussi joue. Et donc, noir n'est pas mon métier, c'était pour pouvoir à la fois dénoncer évidemment tout le fonctionnement raciste et colonial qui perdure, et le fait que c'est très présent dans le milieu des arts de la scène, ça c'est vraiment ce sur quoi je travaille maintenant depuis une dizaine d'années. C'est encore plus marquant que dans le reste de la société, plus visible la manière dont les personnes sont enfermées et réduites à leur corps. Que ce soit sur les questions de genre ou que ce soit sur les questions de classe ou sur les questions validistes et évidemment sur les questions raciales. Et donc, noir n'est pas mon métier, ça veut dire que je suis comédienne en fait. Je peux jouer n'importe quel rôle et pas uniquement un rôle hyper stéréotypé ou qui est associé finalement à mon physique et surtout à ce qui est perçu, projeté de par mon physique. Et donc, c'est extrêmement violent. Et donc, voilà, c'était un peu une tribune collective. C'est un très chouette ouvrage. Ça vaut vraiment la peine. C'est très accessible. Et en même temps, voilà, ça donne vraiment à comprendre toutes ces questions-là qui sont un peu comme un miroir grossissant, hein, que ce soit les questions des violences de genre et sexuelles ou des violences raciales, c'est un peu comme un miroir grossissant de ce qui se passe dans l'ensemble de la société et qui est là particulièrement mis en lumière dans le monde des arts de la scène, disons. On va dire ça comme ça. Et donc ça, c'est des slogans voilà, assez, qui ont eu une histoire, un peu comme le MeToo. Et donc ça permet tout de suite d'être accroché et puis à partir de là, de dérouler toute une série voilà, d'analyses, de théories, de terrain et aussi d'engagement si on le souhaite, évidemment. Et là, c'est le moment où je fais de la promotion pour le jeu vidéo en tant qu'art et pour The Witcher, en rappelant que dans le jeu vidéo, on a God of War, donc le personnage qui est principal est blanc, mais est doublé par Christopher Judge, qui avait été réduit dans Star Trek, la série, dans la série Stargate SG1, son personnage c'était le Black de Stargate SG1. Il avait été réduit à ça et il a été récompensé 2 fois aux Game Awards pour son rôle. Et je rappelle qu'en France, le doubleur de Geralt est Daniel Njolobe, personne noire aussi, et, qui par là, le jeu vidéo sort régulièrement des comédiens de ça, et ça
c'est le moment promotion. Le jeu vidéo fait pas tout le temps ça, hein. Dire que le jeu vidéo est antiraciste, on va pas le dire tout de suite. Mais il y a des endroits, il y a des endroits quand même. Alors bon, Eris se propose de rajouter du suédois, vu qu'elle est en Suède actuellement. Et pour l'anecdote, je vais Et ce qui serait chouette, c'est dans le chat, Iris, mais même les autres, si vous avez justement en Suède ou que sais-je, des noms de femmes où vous dites que ça vaudrait la peine de les ajouter dans le carnet collaboratif des matrimoines, bah, n'hésitez pas non plus à les écrire parce que ça peut après être recopié par nous, ça peut être vraiment chouette. Est-ce Ou, que, ou des slogans. est-ce que ce carnet est en ligne, peut-être? Il n'est pas en ligne. Après, en fait, l'idée, mais ça c'est un peu un scoop parce que je suis en train d'y travailler, l'idée c'est d'avoir après l'expo quelque chose qui soit en ligne avec toute une série de traces et qui soit largement accessible. Donc c'est vraiment ce sur quoi je suis au travail pour le moment. Et on va voir avec qui et comment. Voilà, j'ai une autre équipe qui va se constituer sur l'après. Mais par contre, on a pour le moment des vrais carnets là, dans lesquels des choses peuvent déjà être écrites, ou bien des traces qui peuvent nous être envoyées et qui feront partie aussi de ce qui va continuer à nous animer et à nous donner à penser, quoi. Bah, déjà, quand tout ça sera en ligne, quand ce scoop sera en ligne, je vous donnerai le lien. Comme ça, vous pourrez y aller directement dessus. Et non, j'avais pas parlé, Jamie, de Frédéric Soutrel, qui est donc le doubleur du personnage de God of War, mais Ok. français, et qui lui est un comédien blanc classique. Et moi, j'ai juste une petite anecdote. Il faut savoir que j'étais la personne qui a fait ce tableau, c'est donc Héloïse Oui. Policen, qui travaille aussi sur les arts de la scène. Absolument. Voilà. Et on était dans le même bureau quand elle le faisait, et elle a refusé tous mes slogans. Parce qu'apparemment, c'était pas l'ambiance. Ils étaient tous bof. Mais j'ai trouvé ça marrant de reprendre des slogans. Elle les a tous refusés. Et... Après, on a aussi fait des choix, hein. Donc on Non, mais voulait, je on pense que voulait c'est... plusieurs langues, on voulait. Oui, Voilà. je pense que c'était plus fin et que c'était mieux, c'est plus poétique ce qu'elle a écrit que ce que j'avais, hein. C'est que je veux dire, ils le savent, ils ont l'habitude, ils me voient 2 fois par semaine, comme je te dis, ils ont l'habitude, je ne suis pas quelqu'un de fin. Et puis là, on a repris en fait. J'arrive. Tu arrives? La question du câble pour pouvoir ensuite Ok. tirer. Bon, du coup, je vais quand même le dire. En fait, on a repris ici aussi des slogans qu'on peut déjà trouver en manif ou qui sont déjà connus. Ou par exemple, Ni Una Más, c'est au-delà du slogan, bah, c'est vraiment devenu un mouvement de société à l'encontre des féminicides, des violences sexuelles. C'est parti d'Amérique latine et puis ça s'est étendu à l'ensemble de la planète, etc. Donc, on a fait aussi des choix. Bon, voilà, de nouveau, c'est des choix, hein, voilà. Et L'espace est pas- ces deux-là sont plutôt des phrases de deux des anthropologues qui sont aussi nommés dans l'exposition. Mais sinon, on est plutôt dans le slogan, c'est l'idée du slogan. Voilà. On va juste passer du coup Ouais. à côté. N'hésitez pas, hein, si vous avez... Alors, Eris Vinfly, Eris parle de Britta Egart, que je ne connais pas. Jamie n'est pas surprise que je sois un bof. Bah oui. Hop, juste là, c'est... Alors, On nous voit là, plus, c'est pas grave. c'est pas grave. Là, c'est vraiment mon obsession. C'est ton obsession. C'est mon obsession. C'est une de mes obsessions. Et je ne vais pas parler de The Witcher pour une fois. Mais quand on est historien, Oui. quand on est historien moderniste, l'histoire moderne, c'est l'humanisme. Quel est le style de l'humanisme? C'est les lettres. C'est les échanges épistolaires. On dit souvent Erasme avait une correspondance de 10 000 personnes. Enfin, il y a des chiffres qui sont fous. Et donc là, qu'est-ce que c'est que ces enfants? Qu'est-ce que c'est que ces lettres? Ok, il y a beaucoup de choses. Non, c'est vrai, parce que, de nouveau, je vais d'abord parler de manière plus générale. En fait, dans les héritages matrimoniaux et aussi dans les femmes qui ont été mises à l'écart, effacées, on sait que les femmes ont été aussi mises à l'écart en fait, des possibilités de grande littérature, des possibilités de publication, des possibilités d'exister dans toute une série de milieux, ce qui ne les a jamais empêchées évidemment de résister, notamment d'écrire. Et donc toute la tradition aussi épistolaire, au-delà de, et puis je vais venir plus spécifiquement ici sur Margaret Mead et Ruth Benedict, toute la tradition épistolaire en fait sont aussi
des lieux où on peut trouver en fait des apports incroyables de femmes depuis très longtemps un peu partout sur la planète via ce chemin-là, qui était un chemin qui leur était autorisé, un chemin d'écriture qui leur était autorisé quand elles avaient évidemment eu la possibilité d'apprendre à écrire. Sur ça, je rappelle que, alors moi je suis pour moi, nous avons donc à Grignan, Grignan était le château de, alors là je vais me faire corriger par Jamie Black, euh, c'était le château de Madame de Sévigné et des lettres, donc avec les lettres de Madame de Sévigné. C'est peut-être pas de Sévigné, mais il me semble que c'est ça. On a Bernie Nova qui nous dit que ces lettres, qui apparemment est déjà passé, qui nous dit que ces lettres sont incroyables et qu'elles l'ont ému. Et je dis bonjour à Sorcefer, qui est un spécialiste de The Witcher, qui passe et ça me fait très plaisir. Alors, c'est la fille de Madame de Sévigné. Pardon, Jamie. Merci. Mais du coup, Et alors, on a aussi cette littérature-là en particulier. C'est une littérature qui ouvre en fait à la question lesbienne et donc à la question des amours entre femmes à des époques où c'était non seulement malvenu mais aussi criminalisé et donc il y a aussi il y a tout ce qui peut il y a finalement les choses de surface, se marier, et puis il y a des formes d'attirance, d'amour et donc tout dans les littératures épistolaires que ce soit du côté des hommes et des femmes d'ailleurs, hein, on retrouve aussi vraiment... Et donc j'avais juste envie du coup de lire un tout petit extrait. Donc c'est entre deux anthropologues assez connus de leurs époques, Margaret Mead et Ruth Benedict, qui dit notre relation et toute relation avec un homme sont aussi séparées et incomparables qu'elles en ont l'air, fonctionnant sur des rouages différents. Ce serait une étude fascinante de déterminer exactement en quoi deux personnes pourraient graduellement en venir à dépendre d'un esprit commun, en choisissant une fonction d'un esprit et une autre de l'autre, en utilisant l'expérience de l'un pour expliquer un ensemble de points, en faisant appel à la mémoire de l'autre pour clarifier d'autres choses. Nous nous en approchons terriblement dans tout, de la science à l'amour. Je me demande si tu te sentiras aussi mentalement amputé que moi. Je n'ai qu'une seule impulsion claire, c'est de t'écrire, t'écrire, t'écrire. C'est absolument magnifique. C'est magnifique. Ouais. C'est un moment magnifique. Et donc, bon, voilà, on avait, je disais, un petit espace installation. Et on a réfléchi aussi collectivement à des choses qui nous semblaient importantes et qu'on avait envie de mettre en avant. Et les lettres, c'est en particulier Élise Huysmans qui avait très envie de faire une place en fait à cette correspondance, en particulier entre Margaret Mead et Ruth Benedict. Et donc c'est elle qui a sélectionné les extraits qui sont présentés ici. Et tout de suite, collectivement, on s'est dit mais c'est fondamental parce que c'est un peu comme le tissage de tout à l'heure en fait. À la fois, il y a le cas particulier entre ces deux anthropologues, etc. Et il y a à la fois, c'est tout ce que ça raconte d'une époque et de l'effacement des femmes aussi dans la possibilité de s'aimer, mais aussi dans la possibilité d'exister par l'écriture. Et donc ça, voilà, ça permet aussi d'aborder beaucoup de questions. Oui. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, Jamie rappelle, Sévigné est une des seules autrices qui nous sont restées du XVIIe parce qu'à l'époque, il fallait être un homme pour être reconnu et publié. À quelques rares exceptions près, poétesse locale, textes pour enfants et autrices qui ont publié anonymement. Mais en fait, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été publiées à certaines époques et puis qui ont été tout à fait volontairement aussi effacées, notamment dans le milieu du théâtre, etc. On sait qu'il y a des femmes autrices de théâtre qui avaient une renommée il y a quelques centaines d'années, et puis qui ont été complètement effacées des répertoires, et qu'on redécouvre aujourd'hui, notamment dans les milieux de recherche, qui s'intéressent à la question des matrimoines. Et donc, il y a ce qui se passe au moment même, et puis il y a aussi ce qu'on en fait après. Et c'est aussi quelque chose qui nous anime, nous, dans l'exposition, c'est comment nous, on va rechercher quelque chose dans les mémoires, eh bien pour qu'on sorte de l'effacement. Et c'est important de dire que les effacements, c'est pas juste des oublis. Les effacements sont aussi en grande partie volontaires et orchestrés, quoi. Et pour le rappeler, hein, l'effacement, alors féminin, effectivement, existe clairement. Enfin, voilà. Et n'oubliez pas, moi je tiens à rappeler que l'effacement, c'est effectivement un processus, donc, comme tu le dis, volontaire, et qu'on le vit aujourd'hui. Rappelons ce qu'a fait Donald Trump en interdisant des livres, notamment le journal d'Anne Frank, ce qui a saisi le fait d'interdire le journal d'Anne Frank. Malheureusement. Et puis, je peux encore dire une chose.
C'est juste que, c'est juste pour ajouter la petite dimension intersectionnelle. Et évidemment, si on combine le fait, je sais pas moi, de venir d'Égypte, de pas être blanche et d'être musulmane, par exemple, et d'être femme, ben, on combine encore évidemment les violences, les rapports de domination et aussi les effacements. Et donc, c'est aussi quelque chose qui nous animait, d'aller rechercher des femmes aussi dans différents contextes en ayant en tête les perspectives aussi décoloniales et intersectionnelles. Alors, ça reste modeste, mais c'était vraiment important pour nous parce qu'il y a évidemment ben voilà, de multiples couches d'effacement qui se rejouent en permanence. Mhm. Et donc, je lis un peu le chat. Oui. Jamie qui nous dit que les lettres sont les seuls espaces constants d'écriture féminine puisque ça reste dans la sphère privée. Ouais. Catherine Bernard, par exemple, est redécouverte récemment après avoir été effacée par la figure de Corneille après sa mort. Et moi, ça me rappelle, et je pense que Paminio, j'aime beaucoup, j'adore son nom, il prend toujours ce nom, je le connais, c'est un ami historien. D'accord. Et je tiens à lui rappeler que c'est un excellent historien pour l'avoir vu à l'œuvre et il sera d'accord avec moi. Il faut s'intéresser, quand on s'intéresse à l'histoire aujourd'hui, je conseille à tout le monde de s'intéresser à l'histoire globale, l'histoire connectée, qui est une histoire qui cherche à penser l'histoire des deux côtés, permettant notamment de revenir sur l'histoire mongole, l'histoire de Gengis Khan, que on avait jusque-là comme le monstre sanguinaire, tel qu'il était décrit par... C'est une question de point de vue. Puis ensuite, l'histoire globale, l'histoire connectée a fait oui, mais c'est le premier quand même à faire des discussions entre les religions. On va, malheureusement, j'aurais adoré parler de recherche-création de plein de choses, mais Quelle on heure va est-il? 17h20 et la personne qui nous accueille, en fait, dépasse déjà ses horaires. Ok. On va pas pouvoir le faire durer plus longtemps. On va juste terminer par un petit secret que je pense que toi non plus tu n'as pas sur ce lieu. D'accord, ça se pourrait bien. Qui date de l'exposition de Julia Laureau. D'accord. On va aller juste là et je vais vous montrer. C'est une boulette. C'est une boulette. Je vais vous montrer le carré qu'on voit juste là. Normalement, tu vois. Alors, vous voyez là, il y a le truc qui est cassé là. Voilà. Il y a un carré. Vous le voyez pas très bien, je crois. Mais un de ces carrés là a son point pété. Qui l'a pété? C'est moi. Ce qui se passait, c'est que j'étais chargé dans cette exposition de Julia de passer les câbles à l'intérieur. Et donc, il a fallu enlever un des carrés. Je l'ai porté et j'ai commencé à basculer sur l'échelle. Et puis, il a fallu choisir entre moi et le carré. J'ai lâché le carré. Donc, voilà, si vous venez au hall de lycée Louvain, un élément, ça a été au bout de quelques mois que j'ai commencé les dégâts. C'est comme ça. En tout cas, on espère que les personnes qui viennent dans l'expo ne regardent pas le plafond. Mais voilà. Je me dis que ça va, je l'ai pas mal caché, mais je vois que surtout personne ne l'a vu parce que c'est là où je l'ai remis. À la base, c'était le carré qu'il y avait ici. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai cassé. Celui-là, c'est pas moi, j'en suis sûr. Bon, il doit y avoir beaucoup de choses. Celui-là, j'en suis sûr, c'est moi. Et j'ai échangé les deux. Pour cacher celui-là. Mais Frédéric Blondeau le sait. Alors, tout va bien. Enfin, je crois, je lui ai dit. Je vois Eris qui dit, je vois que ça va se clôturer bientôt, donc j'en profite pour vous le dire. Félicitations pour cette exposition et ce travail magnifique et fondamental. Bravo à tous et à toutes. Et oui, je tiens quand même je pense que tout le monde, on peut faire des clap-clap dans le chat. Et ils mettent des emojis clap-clap. Oui, ça va. Jusque-là, je connais. Twitch, j'avoue, je ne connaissais pas, mais le clap-clap, ça va. Voilà. Mais donc, bravo encore une fois pour cette exposition. Merci de m'avoir permis de faire cette expérience de live IRL. C'était super chouette et super intéressant. Ça donne plein d'éclairages. Il y a vraiment beaucoup à dire. Moi, j'ai toujours peur de ne pas en faire assez. Et je me rends compte qu'à chaque fois, j'en fais trop. Bah oui. Bon, après. Il y a tellement de choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas été voir Gloria Wecker, on n'a pas été voir Awatiam, enfin plein d'autres. Mais dire qu'on a vraiment fait place à des femmes, pas seulement des femmes européennes, enfin, c'est justement, on a vraiment essayé de faire ce travail-là. Donc, c'est. Voilà, juste dire ça, c'est important. Là, je vois ici Lélia González, absolument. Mercedes Oliveira Bustamante, donc mexicaine et brésilienne.
inverser les noms et ça sera bon. Mais voilà, il y a effectivement, ça dépeint toute une gamme. Hein. On est dans. On l'a pas, ça, on n'y a pas rendu hommage dans ce live parce que c'est moi qui organise et que je ne savais pas trop comment faire pour rendre hommage aussi avec le temps qu'on avait. Mais c'est extrêmement intersectionnel, il faut le dire. Oui. Vous avez vraiment cherché. On a essayé de faire ce boulot-là, ouais. Voilà, d'appuyer, de ne pas être que dans une vision occidentale. Oui. Ça n'est pas le cas. Là, on a présenté aussi, il fallait présenter Hortense Powdermaker. Vous avez Esther Newton qui parle tout à l'heure, il fallait en parler. Je tenais à parler aussi de cet espace-là. Mais pour ceux qui ont l'occasion, venez vraiment voir l'exposition jusqu'au 7 mai. Oui, absolument. Avec un dévernissage le 7 mai, ça je peux quand même dire. C'est toujours bien les vernissages et les dévernissages. C'est un dévernissage et on aura une performance d'une poétesse qui s'appelle Mel Moya autour de son recueil qui s'appelle Mater Dolorosa, où elle a écrit un magnifique recueil de poésie sur la question des héritages du côté des femmes. Et donc c'est plus dans sa propre histoire, mais ça ouvre à toute une série de questions sur la maternité. C'est vraiment, elle est extraordinaire. Et puis ce sera suivi d'une scène ouverte avec comme fil évidemment la question des matrimoines. Donc si vous avez envie de venir partager un texte ou si vous connaissez des personnes qui auront envie de venir partager un texte avec nous et puis de boire un coup aussi pour terminer joyeusement cette aventure, faut pas hésiter, quoi. Donc là, je te montre, hein, ils sont tous en train de vous féliciter, de vous dire bravo, et c'est largement mérité. On va s'arrêter là. Un grand merci à toi et puis à vous. Et puis nous, on se retrouvera là. Oui, tu fais ta propre pub, je t'en prie. Donc déjà, lundi, c'est pas sur ma chaîne la prochaine actualité, c'est sur la chaîne du Louvain Game Lab. Il y a la nouvelle émission dont je vous ai déjà parlé. Et on va parler un peu de féminisme aussi, autour du film Mario, du dernier film Mario, des jeux Mario avec Mary McDonough. Et je tiens aussi à rendre hommage à Elena Balsero Solano qui construit cette nouvelle émission avec moi et qui fait un travail de graphiste absolument fou. Les designs que vous voyez sur ma chaîne sont moches à côté de ce qu'elle fait. Ça sera beaucoup plus qualitatif que ce que j'ai l'habitude de faire, avouons-le. Voilà, et sinon... Fin de semaine, pas fin de cette semaine, fin de semaine prochaine, on devrait se retrouver pour du The Witcher 3 et un peu de Crimson Desert. C'est un nouveau jeu vidéo Crimson Desert dans lequel je suis en ce moment. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et au revoir.